Quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma du haut de mes 20 ans, c'était pas si facile. Déjà parce que j'avais 20 ans, donc autant vous dire que ma vie était un sacré chantier, et que surtout j'avais aucune culture cinématographique. Vraiment aucune. Ça se tapait entre 2-3 classiques, genre Singin' in the Rain, Titanic ou Shrek, qu'on avait probablement en DVD à l'époque à la maison, mais vraiment pas plus. Donc forcément, contrairement à ceux qui ont grandi dedans à cette époque, j'avais vraiment l'impression d'avoir absolument zéro ref, zéro culture, mais surtout d'avoir accumulé beaucoup de retard que j'arriverai jamais à rattraper. Bon, maintenant j'ai bien compris que la meilleure partie quand on est cinéphile, c'est justement d'avoir toujours des trucs à rattraper, mais bref, c'est un autre débat. Et du plus loin je me souvienne, le mouvement qui me donnait le moins envie de tous, et qui a du coup été celui que j'ai mis le plus de temps à étudier, c'est la nouvelle vague. Suis-je passée au rang de fausse cinéphile à vos yeux? Alors, pas parce que je savais pas par quel bout commencer, mais parce que tous les cinéphiles les plus insupportables que j'ai pu croiser dans ma vie, ceux en col roulé noir là, ça n'a rien à voir, je vous arrête tout de suite, ils faisaient automatiquement référence. Comme si c'était un scandale qu'on soit pas né avec la bobine dans la bouche. Bref. Donc clairement ça me donnait pas envie, ça avait juste l'air élitiste, et accessoirement tout ce qui m'était cité avait l'air hyper mystérieux avec un lore qui me dépasse. Vraiment full inaccessible. Comme pour beaucoup d'entre vous aussi j'imagine. Ce qui quand j'y repense est tellement ironique parce que l'histoire du mouvement en lui-même veut absolument tout le contraire. Déjà le terme nouvelle vague n'a aucun rapport avec le cinéma. Ah, on fait moi les malins les cinéphilos. Pensez à déposer le terme cinéphilos. En fait, c'est François Giroud, une journaliste très connue dans les années 50, qui pour parler de la jeunesse et de la nouvelle génération en France en général, l'a employé. Mais vu qu'à cette période, il y avait aussi plein de nouveaux films réalisés par plein de nouveaux jeunes, bah c'est devenu un abus de langage. Et c'est resté surtout parce qu'elle a commencé à l'utiliser pendant le Festival de Cannes de 1959, où les 400 coups de Truffaut et Hiroshima mon amour de Alain Resnais y étaient présentés. Et du coup, on estime que le mouvement de la nouvelle vague s'est officialisé à ce moment-là. Mais en réalité, à l'origine, le mouvement est né en réponse au cinéma d'après la Seconde Guerre mondiale. Avec des films très académiques, souvent des adaptations littéraires, et des productions extrêmement guindées. Et qui, justement pour ces mêmes raisons, se font atomisés par la critique. Notamment par une revue qui commence à se faire connaître en 1951, les Cahiers du cinéma. Avec à la rédaction des noms que vous connaissez tous, que vous ayez vu leur film ou pas, comme Truffaut, Godard, Chabrol, Rivette, Romer, et qui avant d'être des réalisateurs, étaient surtout des critiques. Ouais, je sais, ça fait toujours bizarre dans ce sens-là. Pour eux, ce cinéma de qualité, qui est une expression très ironique de Truffaut, il a beaucoup de problèmes. Déjà, il y a trop de conventions et de codes, donc les scénarios sont prévisibles et se ressemblent tous, sans parler des personnages qui, dès qu'ils jouent une émotion, la jouent toujours de la même manière. La mise en scène n'est pas super créative, surtout pour l'argent que ça coûte, et tout est tourné en studio. Et du coup, ben, il n'y a pas de diversité. Un peu comme si tous ces films étaient des films de commande. Mais bon, à la fin, la meilleure manière de voir des changements, ça reste de les faire par soi-même, donc beaucoup de ces critiques commencent à réaliser. J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux. Alors ce n'est pas l'idée d'un autre cinéma, c'est l'idée du même en vrai, en y croyant. C'était ça dans mon esprit. Pour eux, il faut plus d'histoires vues par des auteurs qui savent écrire et qui doivent se mettre à la réalisation. Du cinéma d'auteur finalement. Et c'est ce qu'ils vont mettre le plus en avant dans les cahiers, avec ce qu'ils appelleront la politique des auteurs. En gros, ils voient les films comme appartenant à un réalisateur, ou Agnès Varda et Marguerite Duras, plutôt qu'à un genre. Le style, l'esthétique, la vérité du réal passe avant le reste. On va voir un film parce que ce réalisateur, ou Agnès Varda et Marguerite Duras, l'a fait. Et j'entends que pour nous, ça semble pas si choquant que ça, parce qu'aujourd'hui, si vous allez voir un Tarantino, d'ailleurs on dit voir un Tarantino, bah vous y allez parce que c'est son style, c'est lui. Ou si vous allez voir un Wes Anderson, vous y allez pour voir du Wes Anderson. Mais à l'époque, voir le cinéma comme ça, c'est une révolution. Alors concrètement, qu'est-ce qu'ils font pour changer la donne? Déjà, ils commencent par traiter des sujets beaucoup plus divers qu'avant, notamment et principalement des rapports amoureux, qui à l'époque sont vus comme trop osés, voire déplacés. Oui, je n'aime pas la nouvelle vague. Mais alors, je n'aime pas ces films et je n'aime pas le ton qu'elle prend, dans la mesure où elle se complaît dans ce qu'on appelle prétentieusement l'érotisme au cinéma, et l'érotisme, qui pour moi d'ailleurs est une des manifestations de l'impuissance,
est un sentiment et une façon de faire que je réprouve. D'où aussi le pourquoi on voit beaucoup plus de femmes à l'écran à cette époque-là. On peut citer Anna Karina dans la majorité des Godard, ou Jeanne Moreau qui a joué dans plus de 130 films. Même si cette représentation de la femme moderne d'après eux est plutôt claquée au sol, rapport au fait que les auteurs masculins y projetaient leurs fantasmes dans une société très peu déconstruite de ce côté-là, mais ça j'en parlerai dans mon livre. Factuellement, il y avait plus de femmes à l'écran. Et surtout, ces films sont tournés en extérieur plutôt qu'en studio. Alors déjà, soyons très honnêtes, pour des questions d'argent, pas avoir à louer des décors de fous furieux ou même des lumières qui du coup sont naturelles, forcément ça réduit les coûts. Mais aussi parce que ça participe à cette vibe authentique qu'ils avaient repéré dans un autre courant dans les années 40-50, le néoréalisme italien, avec des réals type Rossellini, qui étaient connus justement pour faire des récits simples dans des décors réels avec des acteurs pas pros du tout. La nouvelle vague, c'est beaucoup de marches dans les rues, et pour suivre la cadence, il y a une nouvelle sorte de caméra qui vient de sortir et qui va être cruciale, la Caméflex. Mais avant de vous parler de cette petite merveille technologique, merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. CyberGhost VPN, c'est un VPN qui vous permet de masquer votre adresse IP, protéger vos données et de rediriger votre trafic internet sur un serveur sécurisé dans un autre pays de votre choix. Je passe souvent par ça pour me localiser ailleurs qu'en France et avoir des résultats de recherche qui sont beaucoup plus pertinents quand je prépare les vidéos. Parce que souvent les meilleurs behind the scenes sont introuvables ou bloqués si vous vous localisez pas à l'étranger. Oui, même sur YouTube. Et ça fonctionne aussi pour des dizaines d'autres plateformes de streaming si vous voulez un catalogue de contenu beaucoup plus large. Typiquement, si vous avez envie d'une série ou d'un film hyper niche, introuvable en streaming, introuvable en DVD, ma frustration cinéphile qui remonte, peut-être qu'au final il est dispo dans un autre pays. Ça peut être très utile. D'ailleurs, je l'utilise aussi quand je travaille pas de chez moi, quand je suis sur un wifi public par exemple, histoire d'avoir un accès un peu plus sécurisé et de pas m'inquiéter qu'on me vole mes données. Il y a plus de 38 millions d'utilisateurs qui sont déjà très contents. CyberGhost a une très bonne moyenne sur Trustpilot et vous pouvez l'utiliser sur jusqu'à 7 appareils différents. Donc prendre un seul abonnement pour vous et le partager avec vos proches par exemple. C'est très simple d'utilisation et c'est pas uniquement dispo sur PC, mais aussi sur téléphone compatible avec iOS, Android, Linux, Smart TV. En ce moment, ils font une promotion à moins 83% et 4 mois offerts, ce qui revient à 2,03 € par mois. C'est extrêmement précis, messieurs dames, avec une garantie 45 jours, satisfait ou remboursé. Il y a un support en français qui est dispo 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Si ça vous intéresse, le lien est en description. Back to la vidéo. La Caméflex. Pas du tout, c'est pas du tout ce qu'il y a derrière moi. Ceci est un appareil pour visionner des films, car je suis dans un cinéma, ça étonne qui? Et on va essayer d'aller trouver une vraie Caméflex dans Paris. C'est parti! Je stresse parce que j'y vais vraiment en full culot. J'ai appelé une fois, ils m'ont dit ouais pourquoi pas. J'ai l'impression qu'ils vont vraiment me claquer la porte au nez. Et je croyais pas si bien dire parce que pile quand je suis arrivée, quelqu'un était en train de fermer la porte. Bonjour, j'aimerais savoir si vous avez une Caméflex par hasard. Comme si c'était un hasard d'avoir une Caméflex à dispo, tu sais. Donc mesdames et messieurs, je vous présente la Caméflex CM3. J'étais surexcitée de l'avoir en vrai et de vous la montrer, je pense que ça se voit sur ma tête, parce que c'est clairement la caméra qui a tout changé, même pour nous aujourd'hui. Déjà, c'est l'une des premières caméras qui se porte à l'épaule, parce qu'elle pèse que 4,8 kg. Ouais, ça pèse un peu quand même, hein. Ok. Et qui est l'une des toutes premières à avoir une visée réflexe. Donc littéralement un truc où on peut voir direct le cadre et faire la mise au point en même temps, comme sur un appareil photo d'aujourd'hui. C'est une dinguerie. Je sais pas si vous réalisez, mais c'est comme si André Coutan, qui a inventé la Caméflex, avait rendu la vue au cadreur en un seul objet. Parce qu'avant c'était soit un viseur séparé de l'objectif, donc très loin d'être précis, soit carrément à l'aide des connaissances du boug. C'est de la folie. Là, il pouvait voir exactement ce que la caméra filme à l'instant T. D'ailleurs, les objectifs, il y en a 3 sur une tourelle. Bon, là, il y en a qu'un de monté, mais vous voyez l'idée. Et il y avait même moyen d'avoir un caisson Aquaflex pour le mettre sous l'eau. Le design me bute de rire. Je comprends pas pourquoi c'était un avion. J'imagine que c'est pour pénétrer l'eau. J'ai beaucoup de questions. Pour la luminosité naturelle, c'est top parce qu'on peut régler l'obturateur de 200 à 35 degrés pour avoir un max de luminosité naturelle. Surtout qu'au même moment, il y a des nouvelles pellicules ultra sensibles qui sortent et qui sont parfaitement adaptées. On dirait trop que j'essaye de vous la vendre en mode téléachat depuis tout à l'heure, ça me tue.
l'aurez compris, à l'époque, la caméflex était aussi recherchée qu'un Canon 5D Mark II par un YouTuber qui fait de la fiction en 2010. En fait, le fait qu'elle soit légère, ça voulait dire qu'elle pouvait voyager et qu'elle n'était pas imposante. Donc hyper pratique pour se faufiler dans les lieux publics. Et aussi qu'on pouvait l'enclencher super vite à n'importe quel moment. Donc la possibilité de filmer pas mal d'improvisation et garder ce côté naturel, docu qui est la vibe du mouvement. Et c'est aussi pour ça que certains plans fluides étaient du jamais vu. Parce que jusque-là, aucune avancée technique n'avait permis d'avoir autant de liberté de mouvement. Et forcément, ça se ressent aussi dans le montage. Vu que la caméflex, elle permet d'enchaîner de plus en plus de plans rapidement, c'est encore plus fast de les monter. Je fais doucement des vannes en comparant les gens de la nouvelle vague à des ancêtres de YouTube, mais c'est quand même eux qui ont inventé le jump cut, notre héritage, qu'auraient été des cuts et des zooms sans Godard. Putain, la phrase de fou. Mais c'est réel, Godard aimait tellement ça qu'il en a fait sa signature à un moment. Parce que ça donnait du rythme, parce que ça brisait les codes et les couilles des gens de la génération d'avant qui pensent que la nouvelle vague va trop vite. Arrêtez, coupez la projection s'il vous plaît. Oui, arrêtons, parce que là, je parlais de films qui sont passés si vite qu'on n'a même pas eu le temps de les oublier. La nouvelle vague est un instrument qui a pour objet d'aspirer les spectateurs des salles obscures pour les éjecter à tout jamais dans les rues de Paris. Et ça tombe bien parce que le film dont je voulais vous parler pour illustrer tout ce que je vous ai décrit dans cette vidéo, et qui est un de mes préférés, nous y emmène en full immersion avec la notion de temps comme thème central, c'est Cléo de 5 à 7. Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda, c'est un film qui parle de comment une jeune femme à qui on a annoncé qu'elle avait potentiellement une maladie vit sa vie en attendant la réponse. Et nous, on est avec elle de 5h à 7h. La particularité du film, du coup, c'est le minutage des chapitres, mais aussi le fait qu'il a été tourné en temps réel, chronologiquement. C'est déjà une super idée, merci Agnès Varda pour les travaux, mais aussi un travail de préparation extrêmement précis. C'était très difficile de ne pas se tromper à cause de ce défi de l'heure réelle. Il fallait que les montres, les pendules de rue, soient à l'heure du récit. Et ensuite, au montage, il a fallu qu'on adapte le montage pour qu'il coïncide avec les montres qu'on avait filmées. Les spectateurs verront qu'on a fait très attention. Il est 5h05 quand Cléo est chez la cartomancienne. Il est 5h08 quand elle entre au café. Et si vous croyez qu'on s'est trompé, c'est parce qu'il y a des miroirs. Quand Tabac se lit à l'endroit, il est bien 5h08 à la pendule. Ah oui, quand je vous ai dit la notion de temps comme thème principal, je me suis pas foutu de votre gueule. Mais ça veut dire aussi que quand Cléo se sent mal, on a du jump cut. Et quand elle subit le temps, on le subit avec elle par des longs plans dans Paris. C'est ce qu'Agnès Varda appelle le temps subjectif. Un temps qui n'est pas les heures d'une pendule, mais le temps intérieur qu'on a tous en nous. Et vu que l'heure de pointe, ça date pas d'hier, le faire ressentir par des allers-retours dans Paris par exemple, c'est pratique parce que parfois un trajet de quelques minutes a l'air de durer des heures, ou inversement. Autre chose, le fait que quand on marche dans les rues justement, on le voit par son point de vue. Déjà, il y a un côté très authentique parce que quand elle se meut dans l'espace, c'est pas des acteurs qui la fixent, comme pour la séquence au café par exemple, où aucun ne sont des figurants. Ça donne un côté documentaire qui donne une valeur de fou à la séquence parce que rien n'est calculé, c'est juste ce que c'est. Ou bien encore le fait que les passants l'observent, même si en réalité ils sont juste intrigués par la caméra. Là, ça rentre parfaitement dans le récit de Cléo. C'est une femme qui se fait constamment dévisager dans la rue juste parce qu'elle existe. Et pas de spoil, mais pendant la première partie du film, Cléo est justement décrite et définie par ceux qui la regardent, comme un objet. Minute, beau papillon. Être laide, c'est ça la mort. Tant que je suis belle, je suis vivante et 10 fois plus que les autres. Et puis, il y a un point de bascule où c'est elle qui se met à regarder les autres. Elle devient un sujet. Et ça sert tout le propos d'Agnès Varda. Pour moi, c'est une démarche féministe. Je voulais que ce soit une femme, justement, qui ne se définit que par le regard des autres et qui, à partir d'un certain moment, parce qu'elle se met à regarder, va changer. En fait, elle va se redéfinir elle-même. Ce qui aurait été carrément impossible à faire sans caméflex. Oui, je retombe parfaitement sur mes pattes après avoir digressé sur l'un de mes films préférés. En vrai, j'hésite à vous en faire un petit reel parce qu'il y a plein de secrets de tournage que je trouve trop cool, mais qui sonnent un peu hors sujet là dans l'instant T. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Mais alors, si c'était si révolutionnaire, pourquoi ça s'est essoufflé tout d'un coup? La force du mouvement, c'était que ça soit les premiers films de certains cinéastes. L'idée de la jeunesse, donc avant 35 ans, ça fait partie de son identité. Truffaut le dit lui-même,
même, les 400 coups auraient clairement pas eu la même gueule s'ils l'avaient fait plus tard. Donc souvent, les 3 premiers films des réalisateurs sont intéressants aux yeux du public. Mais après ça, ça prend beaucoup moins. Parce qu'on estime que tous les thèmes, surtout les thèmes amoureux qui les caractérisent, ont été abordés. Et en plus, vu qu'il y en a de plus en plus, ils créent sans le vouloir des codes de la nouvelle vague. Alors que tout le principe de base, c'était de les briser. Il y a une esthétique qu'on reconnaît instant. Et c'est devenu une norme pour beaucoup, mais à la fois pas assez pour que ça soit mainstream. La case est un peu chiante. Et même si certains arrivent à en faire des carrières, ben quelque part ça les dérange. Parce que ça devient un gagne-pain. Donc parler à des producteurs, devoir se vendre, c'est retomber dans Babylone en fait. Ça mange tout ce qu'ils cherchaient, à savoir leur indépendance. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ça m'a fait trop plaisir de traiter d'un sujet différent de d'habitude, j'ai pris trop plaisir à juste filmer à l'extérieur et à être dans la méta de la nouvelle vague en même temps que je vous en parlais. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si le projet vous a plu, à me dire en commentaire si la vidéo vous a éclairé peut-être sur quelque chose qui était potentiellement assez flou, et merci aussi à CyberGhostVPN de m'avoir accompagné sur cette vidéo. Je vous rappelle, mais tous les liens bien sûr sont en description. Et surtout, si elle vous a turbo inspiré ou plus, n'hésitez pas à la partager, que ça soit en retweetant, que ça soit en partageant vos configs sur Instagram, en me mentionnant @ClaraRunaway, c'est trop cool, j'aime toujours autant voir comment vous regardez les vidéos, ça ne bouge pas. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!